Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Rencontre. Chaque semaine, à cette heure où le monde ralentit, je vous invite à une discussion à cœur ouvert. Une parenthèse nécessaire dans le tumulte de l'actualité pour écouter ceux qui font battre le cœur de l'Afrique. Qu'ils soient sportifs, entrepreneurs, artistes ou penseurs, ils s'arrêtent un instant pour nous confier l'essentiel, leur vérité, leur histoire. Ce soir, notre invité est un homme dont le destin semble avoir été écrit à l'encre de la persévérance. À 22 ans, il quitte le Sénégal avec pour seul bagage $20 et un rêve immense, apprendre à se former et revenir transformer son continent. Un pari aujourd'hui réussi. De Dakar à Conakry, en passant par Washington et Paris, Thion Niang trace sa route comme un véritable catalyseur de changement. Arrivé à New York en mai 2000, il a gravi les marches de la politique mondiale et de la diplomatie ainsi que l'entrepreneuriat. Sa conviction, le pouvoir du récit et l'audace de l'optimisme peuvent renverser toutes les perceptions. Changer donc le narratif et forger le soft power de l'Afrique. Thion Niang en a fait sa mission, mais le succès ne suffit pas à nourrir l'âme de celui qui a soif de ses racines. Comme le fleuve qui finit toujours par épouser la mer, mon invité a compris que sa véritable couronne n'était pas faite d'or, mais de terre fertile. Aujourd'hui, il ne cultive plus seulement des idées, il cultive la vie. Thion Niang est ce voyageur qui, après avoir touché les étoiles au sommet du monde, a trouvé la plus belle des grandeurs, là où tout commence, dans la main qui nourrit, dans le cœur qui revient et dans la terre qui n'oublie jamais ses enfants. Thion Niang, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et d'aller à votre rencontre. Merci Mariam, un grand plaisir, un honneur. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Thion Niang, vous êtes actuellement en visite au Maroc à l'occasion justement de la 15e haute commission mixte pour la coopération sénégalo-marocaine. Donc, ce n'est pas votre première visite au Maroc. Vous avez une belle et heureuse histoire et relation avec le royaume chérifien. Parlez-nous de cette relation que vous avez avec le royaume du Maroc déjà. Merci Mariam. Cette relation avec le Maroc, c'est la relation que tout Sénégalais a avec le Maroc. Une relation très fraternelle, historique. Une relation qui est basé sur le respect, sur vraiment notre culture, sur la religion. Comme vous savez, il y a beaucoup de Tidjani moi je suis Tidjani, beaucoup de notre confrérie viennent au Maroc aussi, à Fès. C'est des relations diplomatiques qui datent depuis très 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 longtemps. Relations séculaires, historiques. Le Maroc et le Sénégal, c'est deux pays frères depuis très longtemps. Et je me réjouis de me retrouver encore aussi aujourd'hui au Maroc. Je me sens toujours chez moi quand je suis ici. Et vous êtes chez vous, comme vous l'avez dit, deux pays et deux peuples frères. Ouais. Alors on va revenir un petit peu sur votre long parcours, on va dire riche en aventures. Merci. Vous êtes parti de rien. À 22 ans, comme je le disais dans mon introduction, vous êtes parti aux États-Unis avec $20 en poche. Quel était votre carburant et qu'est-ce qui a fait de vous le leader que vous êtes aujourd'hui? Le carburant, c'était cette envie de réussir, cette envie d'aller le plus loin possible pour apporter d'abord l'honneur à ma famille. J'étais parti pour faire plaisir à ma mère, qui était une femme qui attendait à la réussite de ses enfants. Donc l'Amérique m'a donné une chance. Je suis arrivé là-bas comme beaucoup d'immigrés qui se sont battus pour apporter l'honneur à leur famille. Et au-delà de ma famille, j'ai vu que tout de suite que l'Afrique aussi avait besoin de moi. Au début, c'était pour partir apprendre, prendre de la connaissance, mais de l'expérience, pour revenir participer, pour revenir bâtir, pour revenir construire, pour revenir faire partie de ce building block que l'Afrique aujourd'hui attend à ses enfants. Voilà pourquoi je suis parti aux États-Unis. Et à un moment donné, je me suis posé la question d'où est-ce que je serais utile, beaucoup plus utile. Et la réponse n'était pas difficile, c'était que la terre-mère avait besoin de moi et de mon expérience, comme beaucoup d'entre nous. Donc j'ai fait le retour pour participer,
faire partie de ceux qui vont construire ce narratif de l'Afrique pour nos enfants qui vont venir demain. Vous vous sentez le plus utile en Afrique. Beaucoup plus. Votre histoire, une inspiration pour la jeunesse africaine, justement. Merci. Vous avez prouvé que quand on veut, on peut. Ouais. Et quand on se donne les moyens, on peut réaliser nos rêves et atteindre tous nos objectifs. Quel message voulez-vous véhiculer à la jeunesse aujourd'hui africaine? Le ménage, c'est un message de croire en nous-mêmes, de croire que tout est possible, de croire que le changement qu'on veut voir en Afrique, d'abord en nous-mêmes, on doit créer ce changement, on doit se battre pour créer ça. Ça ne va pas tomber du ciel. Et que tout ce qu'on veut faire de ce continent est possible, parce qu'on est un continent très très riche, on n'est pas pauvre. Comme on nous dit depuis très longtemps, on avait cru que c'est un continent pauvre qui attendait de l'aide de l'extérieur. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ce continent très dynamique, très jeune, on est la population la plus jeune du monde entier. Et cette géostratégique, des politiques qui se passent en Afrique, où les puissances internationales sont tous en Afrique, parce qu'on a les terres les plus riches du monde entier en matière de minerais. Et cela nous rappelle que nous devons nous battre aussi pour prendre contrôle de notre propre économie. Et c'est ce message-là que je veux continuer à véhiculer à la jeunesse africaine, que nous sommes riches, on a tout ce qu'on a besoin. Il faudra juste qu'on investisse sur l'éducation de nos jeunes, les préparer. Et travailler. Et travailler, surtout travailler encore plus pour pouvoir contrôler nos économies et l'avenir de notre continent. Justement, vous parlez souvent de narratifs sur l'Afrique. Je vous cite, tout est possible dès que tu rêves, il n'y a pas de limite. Dans tous les problèmes, chercher des solutions. Toujours. Et j'ai compris le pouvoir du storyline, raconter sa propre histoire. Et là, on revient un petit peu à cette perception dont vous parliez, celle que l'Afrique n'a besoin de personne. C'est un continent indépendant qui est riche. De sa jeunesse, tout d'abord, avant de parler d'autre chose. Exactly. Et notre devoir est de construire l'avenir de demain et celui d'une Afrique prospère, avant tout. Exactement. C'est depuis très longtemps, cette narrative a été racontée par quelqu'un d'autre. L'Afrique a été racontée par les colons qui venaient, les autres pays qui venaient dans nos pays. Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération africaine, on a voyagé le monde, on a compris nation building, comment ça se passe. On a compris, nous tous, on a rêvé, par exemple, pour venir aller aux États-Unis, parce que l'Amérique avait construit cet American Dream, qui a fait rêver le monde entier par Hollywood, qui a utilisé Hollywood à ce temps avec les films, les music videos, etc. Aujourd'hui, on doit construire cet African Dream. Notre propre narratif. Et heureusement que Alhamdulillah, et le roi Mohamed VI a très bien compris depuis le début cette South-South Partnership d'abord, parce que même si vous avez ce changement de narratif et vous n'avez pas cette cohésion entre nos pays, cette partenariat économique avant de s'ouvrir au monde entier, on est ouvert. On doit ouvrir aujourd'hui parce que le monde est interconnecté, mais on doit d'abord travailler entre pays africains, se donner de la force, parce que le Sud-Sud Partnership qu'on voit aujourd'hui, il y a quelques années, plus de 10 ans de cela, le roi avait initié, ça commence à porter ses fruits. On voit les entreprises marocaines et beaucoup des autres pays Afrique subsaharienne qui travaillent ensemble, vice-versa, et ça crée de l'emploi, de la valeur ajoutée, qui aide à accélérer nos économies partout en Afrique. Et ça, c'est un exemple qui nous rappelle que cette génération peut le faire si on se donne la main et si on travaille ensemble. On en revient donc à cette coopération Sud-Sud qui doit être renforcée. Oui. Et puis, surtout, un continent uni par ses hommes, par son peuple. Et on peut s'aider les uns les autres et devenir une puissance sans égale. Exactement. Au niveau de la géopolitique mondiale, à ce moment-là, l'Afrique aura son poids, mais ce n'est possible que si elle est unie. Exactement. C'est tout ce qui nous manque, cette union. Parce que si vous regardez les pays, aujourd'hui, les Émirats, ils sont ensemble. La Chine, c'est la même chose. Si vous allez aux États-Unis, l'Europe, même si c'est difficile, ils arrivent quand même à travailler ensemble de Schengen. Et aujourd'hui, l'Afrique, notre combat, le plus grand combat qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour que on travaille beaucoup plus ensemble, on se donne de la force et que nos économies, we tear, comme on dit en anglais, tear the walls of division and build the walls of
of opportunities. Et c'est ce que le roi a compris. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de nos États ont compris ça. Et c'est ensemble qu'on devient plus fort. Et puis la terre africaine est encore fertile. Il y a Très encore fertile. beaucoup de choses à faire. Très fertile. Nos marchés ne sont pas arrivés à saturation, ce qui n'est pas le cas d'autres pays dans le monde. Je vais vous citer à nouveau. Donc, le continent est un Eldorado. Nous devons croire que nous pouvons construire l'Afrique que nos pères ont rêvée. Ce travail ne se fait pas demain ni après-demain, il se fait aujourd'hui. Il faut planter les semences pour que demain, nous récoltions. Donc ça résume un petit peu ce qu'on disait. Ce qu'on disait et je suis en train de vous citer. Exactement. Alors pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous avez eu l'occasion d'atteindre un petit peu les hautes sphères du pouvoir politique et de la diplomatie dans le monde. Vous avez rencontré de nombreuses personnalités, l'ancien président américain Barack Obama, Joe Biden, on a vu une photo défiler tout à l'heure de vous, des présidents africains également, le président sénégalais, tanzanien, donc un certain nombre de personnalités. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise sur le pouvoir et sur son influence, après toutes ces rencontres, puisqu'on parle de rencontres aujourd'hui? Ce que j'ai appris de mes rencontres avec les leaders du monde entier, c'est que le pouvoir est un outil qu'on peut utiliser pour faire du bien, pour servir, pour créer de l'impact. Et cet outil-là, beaucoup de leaders dans le monde l'ont utilisé et sont restés dans l'histoire, dans le bon côté de l'histoire. Ceux qui ont compris ça très tôt. Mais aussi d'autres l'ont utilisé pour faire le contraire. Donc ça me rappelle toujours, quand je suis avec ces leaders, que c'est des outils très, très, très puissants qu'on peut utiliser pour changer la vie des gens sur la santé, sur l'agriculture, les infrastructures et même l'avenir des enfants. Sur les policies, les lois qu'on va mettre en place, les décisions que les leaders prennent, touchent des générations et des générations qui viennent. Donc c'est des outils, c'est ce que ça me rappelle à chaque fois que je suis avec ces leaders-là et l'impact que ça va créer après. Et vous voulez justement laisser un impact, une empreinte positive, une belle dynamique pour ce continent africain. En tout cas, après avoir atteint ce qui pourrait être considéré comme par certains comme la réussite, on va dire, sur le plan social. Il y a un moment où, pour vous, en tout cas, cette gloire ne suffisait pas à nourrir votre âme. Donc, ce qui vous nourrit aujourd'hui, c'est de revenir aux racines et de nourrir ces terres africaines et aller de l'avant. Oui, bien sûr, parce que je pense que la base, c'est d'abord l'agriculture. Et je crois fermement qu'on ne peut pas développer nos pays si on dépend toujours de l'autre qui va cultiver et nous nourrir. Un pays ne peut pas être indépendant s'il n'arrive pas à se nourrir. You have to eat what you grow and grow what you eat, comme on dit en anglais. Donc je crois en ça et je me suis dit toujours, je cherche des solutions à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour apporter, pour créer cet impact? Et pour vous, c'est la souveraineté alimentaire avant tout. D'abord, avant tout. Vous en avez fait une priorité. C'est une priorité pour les États, c'est une priorité pour nous tous. Même dans la maison, l'homme doit nourrir sa famille d'abord. Donc je me suis dit, écoute, au lieu de comprendre ou d'attendre qui doit faire ça, moi, à mon niveau, je vais d'abord acheter des fermes, je vais cultiver, inspirer les jeunes, créer une école agricole, ce qu'on appelle le Jeff Zone Agriculture and Leadership Center, ce qui a formé aujourd'hui plus de 10 000 jeunes 10 ans après dans le monde entier, surtout en Afrique et sa diaspora, 40 pays représentés. Et 82% de ces jeunes aujourd'hui sont dans l'agrobusiness. La majeure partie ont des fermes qui travaillent un peu partout dans le continent. Et ça, je me réjouis avec mes équipes de ce succès pour montrer encore à la jeunesse africaine chacun de nous peut être utile là où il est ou là où elle est. Si vous avez la volonté de créer avec le peu que vous avez, vous pouvez créer de l'impact. Maintenant, il faut donner le temps, la patience, et l'impact va être durable si vous donnez le temps et vous travaillez. C'est ce qu'on a pu faire avec l'agriculture pour montrer à ces jeunes, et c'est le début, on va aller encore beaucoup plus loin. L'agriculture, mais aussi la commercialisation, la transformation pour aller vers l'industrie, pour qu'on contrôle même le packaging de tout ce que nous mangeons. Pourquoi pas aujourd'hui, l'Afrique, pas même demain, peut commencer à nourrir le monde, parce qu'on a les terres les plus arables du monde entier. Le Maroc nous montre l'exemple. Aujourd'hui,
c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher de vivre au Maroc aujourd'hui parce que vous avez beaucoup investi sur l'agriculture. Manger au Maroc, ça ne coûte pas beaucoup, comparé à beaucoup de pays africains. Parce que vous avez contrôlé cette chaîne de valeur agricole qui a pris des années de sacrifice. Et c'est un exemple pour nous, beaucoup d'autres pays africains, de travailler dans l'agriculture, de le rendre attractif pour la jeunesse, pour que dans quelques années, l'Afrique se nourrit et l'Afrique commence, Inch'Allah, à nourrir le monde. Vous avez commencé par ce projet, comme vous le disiez, Jeff Zone. Oui, Jeff qui veut dire action, zone d'action. Et vous l'avez très bien dit, sur 10 ans, 82% des jeunes qui ont été formés travaillent maintenant dans l'agro-business et ça fait que ça crée quand même une locomotive, un premier levier de développement de cette industrie agroalimentaire, une expérience qui pourrait être aussi dupliquée dans d'autres pays africains, bien évidemment. Exactement. On est en train de travailler pour élargir ça dans d'autres pays Vous africains. Vous êtes aussi le fondateur de Give One Project, présent dans 34 pays et donc qui opère également dans l'éducation. Vous mobilisez les ressources, les talents pour des projets éducatifs, sanitaires, entrepreneuriaux. Tout cela, bien évidemment, toujours avec cette intention qui est cet impact en Afrique et dans la diaspora. Ouais. Oui, Give One Project, je l'ai créé en 2009, juste après l'investiture du président Obama, parce que je jugeais que c'était nécessaire d'utiliser cette énergie et l'expérience que j'avais à ses côtés, d'inspirer d'autres jeunes au niveau international, de tendre la main, créer des ponts que je n'avais pas pour que d'autres jeunes puissent marcher, et aussi eux, à leur tour, créer d'autres. Et je suis content aujourd'hui de voir que sur les 34 pays qu'on est dans le monde entier, 23 de ces pays sont en Afrique, le reste c'est en Asie, dans les Caraïbes, en Europe, etc. Et beaucoup de ces pays, aujourd'hui, on a des ministres, on a des jeunes qui ont fait nos formations, qui sont des ministres, on a même un ancien Premier ministre, on a des jeunes qui sont des grands businessmen, qui contribuent à créer de l'emploi, mais aussi de l'impact, inspirer d'autres jeunes pour créer ce monde dont nous rêvons tous, beaucoup plus équitable, beaucoup plus accessible d'opportunités pour les jeunes et les femmes dans le monde entier. Et c'était un rêve qui continue aujourd'hui par d'autres jeunes qui prennent ce relais et continuent ce travail au niveau international. La jeunesse qui prend la relève. Exactement. Pourquoi avoir aussi choisi de travailler aujourd'hui avec le gouvernement guinéen, justement pour les aider sur le branding du pays et le géant Simandou Project? J'ai décidé de soutenir le gouvernement guinéen depuis 2 ans, de soutenir la Guinée parce que je rêvais toujours de voir un pays africain qui un jour va comprendre l'importance du storytelling et l'importance du branding et du soft power. Et je l'ai vu que la vision est extrêmement claire avec la Guinée, sous le leadership du président Mamadi Doumbouya et son directeur de cabinet, M. Djiba Diakité. Donc, après ma conversation avec lui, j'ai compris tout de suite que cette vision que j'ai panafricaine, cette vision très, très panafricaine, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et là, j'ai mobilisé mes équipes, je me suis mis à leur côté, parce que comme vous le voyez, la Guinée aujourd'hui a le plus grand projet de fer au monde, dans le monde, avec le Simandou. Au-delà de ce Simandou, ils ont un projet de société de Simandou 2040, qui est cette vision est extrêmement claire et très, très, très ambitieuse. Et ils ont mis les moyens qu'il faut. Ils ont amené les meilleurs Guinéens du monde entier, de la diaspora, de partout, autour du gouvernement, et aussi même les panafricains comme nous, de pouvoir aider à sortir le pays de là où il était. Aujourd'hui, comme on le voit, le pays est devenu très, très attractif. Les gens viennent de partout dans le monde investir dans le pays. Le pays est stable. Il y a beaucoup d'opportunités en Guinée aujourd'hui. C'est un pays qui, vous avez vu avec le B+, qu'ils ont reçu il y a juste quelques mois, qui est deuxième puissance économique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest après Côte d'Ivoire. C'est des indicators. Quand ils ont ouvert le novembre 11, le Simandou Project et le port de Moribaya, qu'ils ont fait 2 ans et demi, 3 ans maximum, 1200 km de railroad, de train, le port en même temps. Et puis, au-delà de ça, le Simandou Academy, qui investit sur l'avenir des jeunes. Il y a
d'autres projets. Hein. La Guinée est vraiment aujourd'hui très en route pour changer le narratif. Et nous, notre rôle, c'était de comment est-ce qu'on peut aider pour que le monde puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce beau pays. Ce n'est pas la Guinée qu'on connaissait aujourd'hui, cette Guinée qu'on voit aujourd'hui, c'est au-delà de, comme on le dit là-bas, c'est un paradis, c'est un pays qui a toutes les ressources naturelles du monde entier. Mais ce qui manquait depuis très longtemps, c'est le leadership. Et on commence à le voir. Nous, notre rôle en tant qu'Africains, là où on voit les bonnes choses, là où on voit du bien, notre rôle, c'est de le partager pour que les gens puissent changer cette narrative de notre continent, pour que ça donne de l'inspiration aux autres pays. Et ça m'a beaucoup inspiré. On en revient à l'importance de ce narratif. Donc, homme politique, reconverti en agriculteur, entrepreneur, vous avez un parcours en tout cas particulier, riche. Vous écrivez également un certain nombre de livres, d'ailleurs, toujours optimistes. Demain, tu gouvernes le monde, Mémoire d'un éternel optimiste, Faces of Change. Quel message tentez-vous à chaque fois de transmettre? D'abord, ce message qu'on ne doit pas attendre aux autres d'écrire pour nous. On doit écrire notre propre histoire. Je me souviens toujours de mon premier livre, c'était Letters to My Sisters. Et après, j'ai fait Mémoire d'un éternel optimiste. J'ai 7 livres aujourd'hui. Et au Canada, pendant une conférence, une personne m'a demandé est-ce que ce n'est pas très tôt d'écrire des mémoires? C'était très jeune, à ce temps j'avais 29 ans. Et je lui disais que je ne peux pas attendre jusqu'à 80 ans d'écrire mes mémoires et puis je n'aurai pas l'énergie que j'ai aujourd'hui de pouvoir voyager le monde et partager l'expérience et créer ces discussions. Depuis longtemps, c'est les autres qui écrivent pour nous. Et pour moi, on doit écrire pour que nos jeunes ont des modèles qui vont ils vont être inspirés par des modèles qui ont les mêmes histoires, les mêmes cultures, les mêmes backgrounds, les mêmes principes et morals. Et ça, tout ça fait partie de cette vision de rebrand l'Afrique, du storytelling de ce continent. Et les écritures, ça reste au-delà. Moi, je ne suis pas intéressé de travailler sur des projets qui vont mourir avec moi. Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de créer l'impact qui va continuer au-delà même de ma vie. Et qui va propulser. Qui va propulser, donner de l'énergie à ces jeunes parfois, comme moi, qui sont dans des quartiers très difficiles, qui sont dans des conditions qui sont extrêmement difficiles pour eux, que pour eux, ils ne peuvent pas le faire. Je veux leur rappeler que ce n'est pas la fin, c'est le début. Il n'y a pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans ce monde. Moi, j'ai commencé où on ne pouvait même pas faire à taille pour boire du thé à la maison. Mais aujourd'hui, c'est pour montrer à ces jeunes que tout est possible. Et il suffit de rêver, avoir le courage de suivre ses rêves et de travailler. Et puis, le reste, il se... Pour certains, avoir déjà le courage de rêver et puis de se donner les moyens de réaliser ce rêve. Et ça ne peut passer que par le fait de croire que c'est possible. Il y a aussi votre livre Entrepreneuriat social, 15 clés de succès. Et là, c'est un guide vers le succès, j'imagine. Vous êtes inspiré de votre parcours pour écrire ce livre également? Non, c'est par mes expériences, au-delà de juste le parcours. C'était ce que j'ai vu moi-même, que j'ai étudié. J'ai vu que l'entrepreneuriat social était... Parce que j'ai commencé avec le social. Après, j'allais vers l'entrepreneuriat social. Donc, j'ai sauté ce truc de l'entrepreneuriat tout court. Parce qu'avant, il y avait le social. Et le social, on avait toujours besoin des entrepreneurs pour... donner de l'argent aux associations pour pouvoir faire le travail, etc. Maintenant, au milieu, il n'y avait rien. C'est là où, dans les années 2010, 2014, 2015, cette idée est née aujourd'hui sur l'entrepreneuriat social où vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire avoir une entreprise qui génère de l'argent, mais la fin, ce n'est pas ça, c'est l'impact, mais en même temps faire du bien. Et sur cette expérience que j'avais testée, ça a marché, j'ai écrit ce guide-là pour partager ça avec... mes lecteurs dans le monde entier. En tout cas, on vous perçoit souvent comme un catalyseur. Quel est le prochain rêve que vous voulez voir éclore pour conclure cette rencontre avec vous? Mon rêve, c'est de voir une Afrique digne. C'est de voir cette Afrique digne et unie. Et cette Afrique où on peut créer cette quality of life, cette qualité de vie pour nos populations, cette Afrique où nos enfants, où
nos mamans, les femmes peuvent aller à l'hôpital et trouver un docteur. Cette Afrique où nos jeunes peuvent aller dans les écoles africaines et être fiers d'aller dans des écoles comme Harvard, comme London Business School, que le monde entier peut venir en Afrique pour aller à l'université, dans nos universités, et que nos enfants seront fiers d'être africains parce qu'on a tout ce qu'on a besoin pour ça. Cette Afrique où nos jeunes ne vont plus mourir dans l'océan Atlantique pour aller chercher l'Eldorado qu'on a déjà ici. Je voudrais que cet Eldorado, cette growth économique que le monde entier regarde aujourd'hui, qui bénéficie que le reste du monde entier, mais pas les Africains, enfin, va bénéficier les Africains. Que cet Eldorado qu'on a devienne une réalité. Je voudrais voir ça et je n'attends pas pour qu'on puisse, ces rêves puissent être. Je travaille moi-même ce que je peux chaque jour dans nos États, dans les fermes, avec les jeunes, dans mes centres, avec les femmes, mon centre sur la cybersécurité, avec tout ce que je peux, avec nos partenariats, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc. Là où je peux apporter ma contribution pour réaliser ces rêves. Et je sais que si on arrive à le faire, ce serait magnifique. Mais si on n'arrive pas, ces jeunes qu'on est en train de former vont prendre le relais, j'en suis sûr et certain, qu'ils vont réussir à réaliser ce rêve qui n'était pas seulement mon rêve, c'était le rêve de nos frères fondateurs. Tous ont rêvé de ça. On commence à le voir au Maroc. J'étais là il y a quelques années, à Tanger, et cette année je suis venu, ça 4 ans après, j'ai pris le TGV, je vois toutes ces infrastructures qui font rêver. Le Maroc est en train de nous faire rêver. Cette audace que ce Maroc a, cette audace de pouvoir travailler pour réaliser les rêves de ses pères fondateurs. Et c'est ce que je veux voir partout en Afrique subsaharienne, en Afrique. Toujours pour une Afrique prospère. Exactement. Merci à vous, Tuan Nyang. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et d'être allé à votre rencontre. Merci à vous. C'est la fin de Rencontre. On se retrouve la semaine prochaine.